Voilà. Top. Ok, alors, donc avec votre autorisation, donc encore merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de faire court ici. Le sujet de ce soir, c'est sur le fait de juger favorablement. On voit que la Torah, elle parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de comment dire, dans la Gemara, etc. Il y a beaucoup d'histoires. Tout le temps, on dit comme ça, non, mais il faut juger positivement, il faut juger les casse-routes, comme on dit, de trouver un mérite, etc. Bon, il faut comprendre, c'est quoi cette mitzvah qu'on nous demande de juger bien. Qu'est-ce que ça, des fois, ça paraît un peu limite exagéré, quoi. On voit que on voit que la scène elle est un peu négative. Pourquoi maintenant tu vas te prendre la tête à trouver un scénario pour juger favorablement? Qu'est-ce qu'on nous a pas demandé d'être non plus des faux juges. On te dit, la Torah elle dit comme ça, Betzedek tishpot et amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Maintenant, justice, ça veut dire quoi? Si je juge maintenant que c'est pas bon, c'est avec justice. Pourquoi on me dit non, c'est pas justice. Si tu le juges positivement, c'est avec justice. Pourquoi? Quel rapport? C'est mentir. Ici, je vois quelqu'un en train de prendre dans la tzedaka. Je dis, attends, il est en train de taper dans la tzedaka. Pourquoi je vais dire, non, peut-être qu'il fait la monnaie. Il a peut-être mis 10 shekels avant. Maintenant, il prend les. C'est vrai, d'accord ou pas? On va voir pourquoi la Torah, elle donne des plans de. Elle est très makpida sur ça. Dans la Torah, on insiste beaucoup sur ça. Et on va essayer de comprendre le sens profond de la mitzvah pour voir comment, en fait, ça peut nous changer beaucoup de choses dans notre vie, de juger favorablement. Et alors, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée avec David Ameller. Après la faute de Bathsheba, bon, je ne vais pas rentrer dans c'était quoi la faute. En tout cas, il y a eu, donc Bathsheba, c'était son zivug, c'était celle qui lui était promise, et elle s'est mariée entre-temps. Et maintenant, lui, il a reconnu que c'était son zivug, etc. Il y a eu l'histoire que son mari, il était en guerre. Le mari de Bathsheba, et là-bas, il est mort, et donc il a pris entre-temps. Et bon, c'est pas une avéra, mais d'un œil externe, on aurait pu croire que c'était pas la méadrine, c'était pas propre, quoi. Ça aurait pu se faire d'une meilleure façon, on va dire comme ça. Maintenant, le prophète Nathan, Hanavi, et donc il vient voir David, il lui dit, dis-moi, parce que David il est aussi juge, il lui dit, j'ai un cas pour toi. Alors il lui dit, vas-y, dis-moi, donne-moi le scénario. Il dit, regarde, il y avait un berger, il avait une seule brebis, c'était sa brebis, il était pauvre, il n'en avait qu'une, et il s'occupait d'elle, et il a rentré chez lui, il lui donnait à manger, à boire, et il lui faisait tout ce qu'il avait besoin de faire. Et à côté de ça, il y avait un riche qui avait un troupeau énorme, une grande maison. Il avait tout ce qu'il faut. Et un jour, il avait besoin d'une brebis. Au lieu de prendre son troupeau, il a décidé de prendre la brebis du berger, du pauvre berger. Et il lui a fait la shrita, et ils ont mangé là-bas, ils ont fait un barbecue. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le jugement de ce riche? Sur ça, David Ameller, il lui dit Ben Mavet Aïchazé. Cet homme-là, c'est un homme mort. Dans le sens quoi? Pas qu'il est Khamita. C'est pas il n'est pas mis à mort dans le sens que, comment dire, qu'un voleur, il doit être mis à mort. Non, mais David Ameller, il a jugé. C'est-à-dire, Stam, tu me demandes mon avis maintenant? C'est un homme comme ça, c'est un homme mort. Dans le sens, sa avéra, elle est tellement grande que ça équivaut à une peine de mort. Pas en vrai, mais dans la grandeur de sa faute. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit à Nathan? Il lui dit, sache que cet homme-là, c'est toi. Le revers du truc. Maintenant, il lui dit, comment ça? Il lui dit, Uriah, donc c'était le mari de Bathsheba, il n'avait qu'une seule femme. Et cette femme-là, etc., tu l'as pris. Maintenant, toi, combien t'as de femmes? David Ameller, il avait plein de femmes. Un roi, il avait droit à plusieurs femmes, etc. Bon, on n'est pas au niveau, c'était à l'époque, il avait un niveau de très grand pour ça, etc. Mais en tout cas, il avait plusieurs femmes. Toi, maintenant, tu as plusieurs femmes. Tu lui prends sa seule femme à lui. Ça ne ressemble pas à cette histoire-là? Non, comment tu as jugé l'histoire? Ben Mavet a Ishazé. Tu as dit que c'était un homme mort, c'est-à-dire que c'était grave, Nahon. Ben, sache que tu viens de te juger à toi-même. De ça, David Ameller, il a fait tchouva. Il a pleuré toute sa vie sur ça. On ne va pas rentrer dans l'histoire. C'est un jour, on fera un cours sur ça, sur l'histoire de David et Bathsheba. Quelle était l'histoire exacte? Comment David, en fait, il n'a pas fauté. Et qu'ici, on voit bien qu'il lui a dit, à un moment, une fois qu'il est mort, ils sont mis ensemble.
ils sont mariés, etc. Et elle est tombée enceinte. Donc, et il n'a pas dit que cet enfant-là, il est mamzer. Il n'a pas dit normalement quelqu'un qui a trompé une femme qui a trompé son mari, elle est interdite à son mari et à la future personne, à la personne avec qui elle a trompé son mari. Maintenant, il n'a pas dit tu dois te séparer d'elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de magouille. C'était quelque chose qui était fait en bonne et due forme. Sauf sur ça, à ton niveau de roi, c'était pas terrible. Selon la Halacha, ça passe. Et c'est pour ça qu'on lui dit, il n'a pas dit que tu dois te séparer d'elle. Non, ça veut dire que c'est la preuve que c'est fait en bonne, c'est un mariage qui a été fait en bonne et due forme. Maintenant, le bébé, pareil, il n'a pas dit que c'est un mamzer. Au contraire, il a dit, il s'appellera Yedidia, Yedid Hachem, le bien-aimé d'Hachem, pour te dire que cet enfant-là, il est voulu par Hachem. C'était tout ça, c'était un scénario d'Hachem qui voulait amener cette Neshama-là, qui était une grande Neshama, que Yedidia, en fait, c'est Shlomo Ameler, etc., que son surnom, c'était Yedid Hachem, c'est le bien-aimé d'Hachem, l'ami d'Hachem, le bien-aimé, quoi. Et pour te dire que de cela va descendre le Mashiach, il fallait que ça passe par un chemin tortueux comme ça. Bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ici, de cette histoire-là, on apprend beaucoup de choses. Que David Ameler, ici, il a donné son propre jugement. Le Baal Shem Tov, il dit sur ça, il dit, sache que chaque personne, au cours de sa vie, c'est elle-même qui fait son jugement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, quand moi, je vais voir une scène, et je vais dire, tu vois, ça se fait pas. Moi, je pense que ça, c'est même du vol. Et que 10 ans après, on va lui faire exactement le même scénario, et lui, il va faire la même chose. Mais non, c'est pas du vol. Lui, il a exagéré. Il a vu ça tellement grave qu'il s'est dit, c'est du vol. La même chose, 10 ans après, qui va faire, c'est la même chose qu'il va effectuer. Dans le ciel sera une valeur de vol. Alors qu'en fait, aucun rapport. Selon la halakha pure, c'est pas du vol. Mais lui-même, il a été strict, donc on va être strict avec lui. C'est lui qui décide quel est le din et le cheshbon. Quel est le din, c'est-à-dire le jugement, et le cheshbon, c'est le compte. Remarquez bien, je sais pas, on dit, une personne, elle fait din vers cheshbon. À la fin, après 120 ans, elle va rendre des din vers cheshbon. Comme ça, on dit le terme, l'expression, c'est elle va faire din vers cheshbon. C'est-à-dire elle va faire un jugement et un compte. Et le compte. Non, c'est l'inverse. Tu fais le compte et après le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais un petit karaoké. Il appelle du soir. Quand quelqu'un est au restaurant, d'abord il demande le cheshbon, le compte, okay, l'addition. Voilà, l'addition c'est quoi? C'est qu'il y a eu ça, plus ça, plus ça. Donc c'est quoi le jugement, le deal, quoi? C'est le compte, ce que tu dois payer. D'abord on fait le compte et après on fait le jugement. On fait le compte de tout ce que tu as fait. Maintenant on va te donner la sentence, le deal. Ok? On te dit quoi dans le ciel? On te dit après 120 ans, une personne va faire din vers cheshbon. D'abord le jugement et après le compte. Attends, tu me fais l'inverse là. Pourquoi? Regardez comment c'est magnifique. Parce qu'en fait, la personne, il y aura une échelle. Donc, on va lui montrer toute la vérote qu'il a fait. Maintenant, on va voir dans sa vie comment il juge ces vérotes-là. Et on va voir comment maintenant, alors par exemple, il y avait un cours de Torah et il n'a pas été au cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Maintenant, un jour, il a fait un événement, ok, et il y a un ami à lui qui était fatigué et il lui fait un scandale. Tu te rends compte? Et alors, tu es fatigué, ça veut dire quoi? Il est dur avec lui. Ça va, le pauvre, il est fatigué. Ça veut dire quoi? Alors, tu juges que être fatigué, c'est pas une bonne excuse. Donc maintenant, l'excuse que tu avais là-bas pour le rater le cours de Torah, selon ton jugement, c'est pas une bonne excuse. Vous voyez, donc c'est-à-dire quoi dîner? D'abord, on va faire les jugements. Donc ça, maintenant, c'est pas une bonne excuse. Donc le cours de Torah, c'est une avéra. Maintenant, t'as raté, t'as un cours de Torah. C'est un bitoul Torah que t'as fait. Tu aurais pu progresser avec ça. Tu aurais pu apprendre, etc. Donc, ici, le manque à gagner, il va devoir être jugé sur ça. Donc, le jugement, c'est quoi? C'est que c'est pas une bonne excuse. Le compte, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est une avéra. Si maintenant, il avait dit à son copain, c'est quoi? Laisse tomber. Ah, ça arrive. On est tous fatigués. Moi aussi, ça m'arrive, etc. À ce moment-là, c'est pas une avéra. Le din, il est que quoi? Que c'est une bonne excuse. Donc, le cheshbon, le compte, il est que ça marche. C'est bon. C'est que quand quelqu'un il juge favorablement, il se juge à lui-même. Imaginez-vous, il se juge à lui-même. Maintenant, quel genre de juge on est? Est-ce qu'on est dur ou est-ce qu'on est clément? Est-ce qu'on est Midat Adin ou Midat Arachamim? C'est quoi Midat Adin? C'est la tribu de rigueur, c'est-à-dire la justice. Il n'y a pas. Moi, je suis pour le principe. Vous voyez ces gens-là? Le principe. Le mec, et l'autre, c'est Bédi Veyavor. Laisse passer, c'est bon, laisse-le un peu profiter, laisse-le. Et regardez, dans chaque moment de notre journée,
on peut voir la personne, des fois ça dépend un peu du tempérament, mais de l'état d'esprit. Des fois le mec il est fatigué, il n'a pas les nerfs. Donc il est plus midatadine. Mais une personne, elle doit apprendre à être midat arachamim. C'est quoi midat arachamim? Attribut de bonté, la miséricorde. Voilà. Comment? Regardez, dans tous les domaines. Le mec, il vient de prendre un pic par sa femme. Il rentre chez lui, il a pris un pic comme ça. Non, lui, il va dire quoi? Il va dire, tu sais quoi? C'est pas grave. Ça me dérange pas. Bébé, ça me dérange pas. Mais juste pour le principe de lui montrer que c'est moi qui décide, je vais quand même devoir l'éduquer. Et lui, voilà. C'est-à-dire qu'ici, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais tes midatadines ici. Pareil, la femme de son côté, elle lui demande de faire la vaisselle. Et elle n'a pas fait la vaisselle. Il se parle. La vaisselle, je vais la faire dans ce cas. Mais c'est pour lui apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui plie pas son linge, je sais pas. Ici, midatadine. Pourquoi t'es comme ça? Comment il va juger ça? J'ai dit, ok, t'es sur les principes. Moi, je vais être sur les principes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant, cette Avera, elle t'aurait dû recevoir ça et ça. Alors, viens, on va voir comment tu juges. T'es midatadine. Alors, toi-même, tu me donnes le haut là. C'est-à-dire, tu me dis, regarde. Alors, j'aime pareil. Ok. Tu sais que sur ça, j'aurais dû passer normalement. Mais je vais quand même t'apprendre. Que tel et tel Avera, ça paye. Ça fait mal. Et tac, et le bonhomme, il prend des tsarotes et des trucs, etc. C'est le pneu qui est crevé, le machin. Lui-même, il s'amène sur lui, c'est une tsarote. Lui-même, pourquoi? Parce qu'il a un mauvais œil de la vie. Il voit tout le temps le mal, tout le temps. Attends, je vais lui montrer c'est quoi. C'est un esprit de. C'est l'ego d'une personne, elle veut dominer sur les autres. Donc, dès qu'elle voit une petite, un petit défaut, tac, tout de suite, il faut lui faire la leçon. Pareil, sur la route, les gens comme ça, le mec, il veut passer, il est à côté. Non, il passera pas. Et le mec, il est prêt à éclater sa voiture, mais pour gagner le bras de fer. C'est pas grave. Fais une mitzvah, laisse-le passer. Ok, zélo Besséder. C'est vrai. Il a pas à venir doubler. Il y a une file. Tu vois le mec passer comme ça, il veut. Ok. Maintenant, ça s'est jamais arrivé ça. Franchement, ça arrive. Le mec va savoir, il est pressé. Il s'est trompé. Il a un truc. Ou il s'est trompé. Et ça arrive aussi. Maintenant, tu peux faire une mitzvah de chesed. Soit midat arachamim. Qu'est-ce que tu as gagné? Non, c'est pour le principe, pour lui apprendre qu'on ne fait pas ce genre de choses. Comment? C'est pas pour le principe. Il a ses histoires, celui-là. Hein? Ouais. Et le mec, il joue à Tetris là-bas dans les trucs là. Et pourquoi? Pour lui apprendre. Et le mec, c'est devenu le madrich, comment ça s'appelle, le moniteur de conduite. Il va apprendre à tout le monde comment faire. Il voit quelqu'un qui traverse. Non, tu vois, il faut que je t'apprenne à ne pas traverser quand il ne faut pas. Comment de fois ça arrive comme ça? Les gens, ils sont midatadines. Et c'est vrai, ça arrive, les gens ils n'ont pas les nerfs et une fois que tu as la possibilité de contrôler une autre personne, bah, on saute sur l'occasion tout de suite. Attends, je peux lui montrer qu'il a tort. Parce que lui montrer qu'il a tort, c'est m'élever par rapport à lui. C'est psychologique. Mais une personne. Alors non, exactement. Mida Kenegan Mida. Si tu es dur avec une personne, c'est-à-dire attention, des fois, par exemple, dans l'éducation, il y a. Là, on n'a pas parlé de la punition, etc. Mais dans les punitions, on peut punir un enfant, on peut s'énerver contre lui, même limite le frapper un peu, enfin un tout petit peu parce qu'aujourd'hui ils sont très sensibles, mais dans une seule et même condition. C'est quoi? C'est que la personne, elle n'est pas énervée, ok? Elle n'est pas énervée quand elle fait ça, et qu'elle ne fait pas ça sur le moment même, après coup. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui reçoit un coup de son père qui sont énervé, il a pas compris que c'est pour l'éduquer, il a compris que son père il mettait ses nerfs sur lui. Et ça, c'est la source sur la Torah, c'est une avéra grave. C'est une avéra de la Torah. Pourquoi? Parce que tu engendres que demain, il peut te répondre. Il voit qu'on le frappe. Il peut se répondre. Et c'est de ne pas mettre une embûche à un aveugle. Maintenant, par contre, si c'est fait d'une bonne manière, il comprend que ça vient d'amour. C'est pour toi. Là, d'accord. Hein, qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Qui c'est qui est capable de se contrôler et d'arriver aux personnes? Donc, en fait, aujourd'hui, il ne faut ni taper, ni... Mais si quelqu'un, il arrive vraiment, il voit les conditions et il sent qu'il a le contrôle de lui-même, effectivement, il pourrait avoir le droit de faire ça selon la Torah. En tout cas, ouais. 3 jours après, il est reçu. Ouais. Mais non. Pour rien, il a fait. Mais non, pourquoi? Parce qu'une personne, elle a besoin, surtout si c'est enfant, etc., elle a besoin de se sentir maître de. Donc, c'est pour ça que les gens, ils abusent, etc. Attends, je vais lui apprendre. C'est qui le patron ici dans cette maison? Tu veux pas manger, tu vas dans ta chambre, tu vas au lit, et machin, etc. Et le mec, il rentre dans des conflits, stam, ok?
Mais pourquoi? Parce que le principe, Midatadin. Ok, Nbaya. Alors Hachem aussi va te dire, maintenant, tu as fait la Vera, rentre dans ta chambre. Va dormir, fais ta vie, etc. T'es puni. Comment ça t'es puni? Pas de parnassa jusqu'à la fin du mois. Au dernier moment, je te donne la parnassa. Ça arrive. Hachem, il nous fait des petites punitions comme ça. Bref. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ça arrive aussi beaucoup dans la. Moi, je vois ça dans la tefila. En plein milieu, il y a quelqu'un qui a demandé la tzedaka. Maintenant, plus il est énervant, plus je lui donne une belle pièce. Pourquoi? Parce que genre, il vient comme ça, il exige de toi. Il exige une chose. Genre, voilà, comme ça. Limite, il regarde ta pièce. C'est pas beaucoup. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faut Voilà. faire? C'est ça. Maintenant, il faut leur donner. Parce que on a. Hein? Alors voilà, pourquoi? Parce que si jamais c'est un vrai pauvre, pas parce qu'il se comporte mal qu'il va m'enlever la mitzvah. La mitzvah, elle est là. Maintenant il est choliot, il est fort possible que, comment dire, que le fait que ça. Lui, c'est un pauvre. Selon la Torah, il remplit les conditions de pauvre. On va pas arriver là. Comment dire, lui, c'est un vrai pauvre, selon la Torah. Il remplit les conditions de vrai pauvre, mais il ne sait pas l'exprimer. C'est pas pour ça que je ne vais pas pouvoir faire la mitzvah. Vous comprenez? C'est énervant, c'est vrai. Maintenant, des fois, c'est un test, c'est un coup d'huile. Et des fois, ça peut être même Eliyahu Hanavi. Entre parenthèses, je vous dis, il y a des cas où Eliyahu Hanavi teste comme ça, parce qu'il y a un décret sur une personne, et il teste. Il voit jusqu'où, comment dire, il peut, jusqu'où aller ça. S'il arrive, je vais vous raconter l'histoire en fait, que la Gemara ramène sur la fille de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, il avait vu, Beruach HaKodesh, que allait mourir sa fille le jour de son mariage. Il savait, et il priait, il faisait des jeûnes et des machins, il essayait d'annuler la sentence. Et comment ça s'appelle? Et jusqu'au jour du mariage, donc ils sont arrivés le jour du mariage. Le lendemain, Rabbi Akiva, il vient voir sa fille. Il s'imaginait que ça y est, elle était morte. Et il voit qu'elle lui ouvre la porte, comme ça, toute pimpante, détente et tout. Et il lui dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, qu'est-ce qu'il devrait se passer quelque chose? Et il dit, non, t'as fait une misa spéciale. Elle lui dit non, que si, dis-moi. Elle lui dit, je sais pas, hier dans ton mariage, il y a eu quelque chose et tout. Elle dit, ah oui, il y a eu un truc spécial et tout. Bon, Hachem, ça s'est bien passé. Elle lui raconte, il y a un pauvre qui est venu et tout de suite, j'avais ordonné qu'il y avait certaines places pour les pauvres. S'ils devaient venir et tout, il y avait des places, ils pouvaient manger, etc., participer à la simra. Et il y a un pauvre particulièrement embêtant, il n'arrêtait pas de râler. Dès qu'on lui donne un truc, non, c'est pas bon, c'est pas chaud, et machin, il n'y a plus de viande. Non, il n'y a plus de viande. C'est pas comme aujourd'hui, c'est dans des salles organisées. À l'époque, c'était les mamans qui cuisinaient. Alors, il y avait trop d'invités. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il fallait jongler avec le reste. T'as raté, t'es venu en retard, il n'y a plus de viande. Mais... Non, moi, je veux la viande. Et il commence à râler. Mais attends, mais il n'y a plus de viande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je m'en fiche, moi, je suis venu aussi, machin, pourquoi moi, je ne mangerais pas la viande comme tout le monde? Et il a commencé à faire scandale. Maintenant, la fille de Rabbi Akiva, elle passe par là, elle lui dit Makar, qu'est-ce qui se passe pourquoi des marloquettes le jour du mariage? Non, il lui dit je veux de la viande, etc. Tu sais quoi, prends mon plat. Pas, moi, en tout cas, je n'ai pas mangé, j'ai grignoté un petit peu, je serai occupé, ça va refroidir. Raval, prends mon plat. Et elle donne son plat. Et il mange. C'est dégueulasse, il s'en va. Le relou, le lourd. Maintenant, c'était qui en fait, ce pauvre? C'était Eliyahu Hanavi. C'était Eliyahu Hanavi, et comment dire, et en fait, la xéra, elle est en haut, le décret, il est en haut, elle devait mourir. Comme ça, c'était décrété, pour X ou Y raison, on va pas rentrer dedans. Maintenant, Hachem, il a quand même, Hachem, il est Rahman, Hachem, il est bon. On va bien voir ta Rachamim. Lui, maintenant, il mérite que tu l'envoies balader, Nachod. Ok. Maintenant, si jamais tu arrives à faire au-dessus de ce qu'il mérite, selon la notion classique, alors moi, si Hachem, je vais faire au-dessus de ce que tu mérites. Et Hachem, il va être Rahman, il va dire, ok, elle devait partir. Maintenant, elle ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été Rachamim. Vous comprenez? Donc, des fois, Hachem, il fait des scénarios. Maintenant, à nous de voir ça d'un œil favorable. À toi de juger bien. Qu'est-ce que je m'en fiche que c'est un lourdeau? Va savoir. Moi, des fois, comme ça, je me dis, peut-être c'est Eliyahu Hanavi. Si c'est Eliyahu Hanavi, alors c'est moi qui sauve ma peau maintenant. Lui, il me rend service. Je dois lui embrasser la main. Maintenant, comment je ressens la chose? Je me dis, attends 2 secondes.
si maintenant, il m'énerve. Ok, pourquoi? Parce qu'il est trop exigeant comme ça. Il vient, genre, tu me donnes pas un billet, c'est nul, quoi. Alors tu lui donnes quand même une pièce, quoi. C'est déjà ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est mieux que rien, non? Ok. Alors il vient comme ça, il exige et tout. Il regarde la pièce, genre, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je sors une autre pièce. Tu sais quoi? Prends. Mais là, je t'ai pas donné assez. Pourquoi? Parce que je me dis comme ça, je me dis, lui, il juge qu'il ne mérite pas. Moi, demain, je vais faire le même lourdeau que ça à Akadosh Baruch Hu. Comment? Je vais voir quelque chose et je dis, Hachem, donne-moi plus de parnassa, donne-moi plus comment ça s'appelle, de cours de Torah et de mitzvot et de tfilot avec Havana et de limud Torah, etc. Et de trucs. Tout le temps, j'exige à Akadosh Baruch Hu. Alors, des fois, je dis, c'est pas assez. Maintenant, Hachem, il dit, ok, viens, on va voir si quand c'était pas assez, comment tu as jugé, toi? Et là, on va voir que j'ai sorti une autre pièce. Il dit, ah, t'es large? Ok, je suis large avec toi. Et Hachem, hop, il t'augmente le. Je ne mérite pas maintenant. Je ne suis pas mis en tant que mérite. J'entends que maintenant, je change juste l'échelle des valeurs dans les jugements. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai jugé favorablement. Et quand tu fais ça, et tu fais ça avec un grand sourire, en fait, tu te rends service à toi-même. C'est vrai que c'est dur, mais tu viens, tu le ramènes à quelqu'un qui tape à la porte. Mec, il vient de demander à Zaka. Tu lui ramènes un billet et un verre d'eau. Et tu lui fais un grand sourire, même si tu ne te dis pas merci. Pourquoi? Parce que demain, Hachem, il va te faire ça. Hachem, il va te faire un grand sourire, il va te donner un verre d'eau et il va te donner ce qu'il faut. Et regardez bien comment ça marche. Des fois, les gens, comme ça, je parle avec des gens, ils me disent, ouais, la parnassa. Je dis, mais comment t'es toi avec l'argent qu'Hachem te donne? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu fais comment ça s'appelle, quand, par exemple, tu dois de l'argent à quelqu'un? Hachem, il te donne de l'argent selon toi, d'accord? Il te donne la parnassa. Il dit, bah, pourquoi Hachem, il met du temps à me donner la parnassa? Est-ce que toi, tu ne mets pas du temps des fois à donner l'argent? Voilà, l'argent que tu as emprunté, par exemple. Ou, je sais pas, le VAT-bait. Le mec, il doit payer le VAT-bait. Bah, ça va, c'est bon. Attends, mais 2 secondes. Est-ce que lui, il comptait sur ça, le VAT-bait? Le mec, il comptait sur ça pour pouvoir payer les frais qu'il a. C'est sur son compte maintenant. Va savoir, je sais pas, il fait, bon, ça va, je te paye plus tard, mais attends, cette personne-là que tu dois donner son argent. Le mec, voilà, il va chez le coiffeur. Note, je te paierai plus tard. Va savoir, peut-être que lui, il a besoin pour mettre l'essence. Maintenant, il doit rentrer chez lui. Il a 0. Et tout le monde lui dit ça. Et comment il rentre payer son loyer? Et comme ça, là, la Macolette, pareil. Tu peux me noter 2 secondes. Sache que demain, Hachem, il voit ça. Il va dire 2 secondes. Bah, si tu te permets de faire ça, tu ne veux pas me dire, moi, tu ne vas pas m'exiger de te donner tout en temps et en heure. Par contre, si Hachem, il voit, le mec, il est droit. Et il n'attend pas. Il n'y a pas de tachloumim. Il n'y a pas de, on fait un chèque dans 3 mois, machin, que ça. On parle dans le mesure où c'est possible pour la personne. Parce que non, si c'est pas possible, il demande la permission, il ne se dérange pas, etc. Non, tu peux faire un chèque en 3 mois. On ne parle pas de ces cas-là. On parle, le bonhomme, il a Stam, il préfère avoir du large comme ça. Il aime bien faire avec 1 milliard de chèques comme ça divisé. Alors qu'il a l'argent, il a l'argent Stam. Il préfère avoir en plus d'argent et que ce soit sur le dos de la personne. Moi, entre-temps, moi, j'ai plus d'argent dans mon compte, etc. J'en aurais besoin pour mes vacances, pour X ou Y raison, etc. Donc, pourquoi tu fais souffrir la personne en face? Demain, quand tu exigeras d'Hachem qui te donne par ça à l'heure, bah, ne t'étonne pas si ça ne vient pas. Si ça arrive à la dernière minute, pourquoi? Parce que vous regardez si tu ne manques pas, il y a des gens que tu dois les rembourser. Les gens, ils ont travaillé pour toi, ils t'ont fait un chantier, ils t'ont fait un truc, etc. Ils te disent, bon, je te donnerai la Bézat Hachem. D'accord, à l'occasion, je te paierai, etc. Et le mec, tu lui dois 2000 shekels. Et bon, lui, il te malaise. Il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Il ne veut pas dire, écoute, j'ai besoin pour payer mon loyer. Il te dit, ça va, t'inquiète pas, n'aie pas peur, sans pression. Dans ça, tu sais, bon, j'ai 6 mois devant moi, Baruch Hachem, je vais pouvoir utiliser je ne vais pas mettre en galère avec ces 2000 shekels. Alors qu'il peut les payer, ces 2000 shekels. Il a juste besoin de se mettre un peu en galère. Pareil, le mec, il tape une voiture en sortant. Laisse un petit message. Excusez-moi, j'ai tapé la voiture. Il y a ça a été un peu rayé. Si vous avez besoin de réparer, voilà mon numéro de téléphone. Ça va te coûter quoi? 200-300 shekels. Mais t'es droit. Hachem, il voit, il a un bon client. Il voit quelqu'un qui est de droit. Il te donne. Dis-moi, je sais que lui, l'argent, je sais qu'il l'utilise comme il faut. Pourquoi? Parce que lui-même, il utilise, comme ça, il utilise l'argent, donc moi, je peux utiliser la parnassa dans le monde, chez lui, de la même manière. Ok. Donc maintenant, on a compris. Ouais, s'il te plaît. Donc maintenant, on a compris comment ça marche. Juger favorablement, c'est en fait se juger à soi-même. Quand je juge favorablement la personne, j'établis l'échelle des valeurs dans le jugement qu'on va me faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tes miséricordes, automatiquement,
on sera bon avec toi. Tu es dur, on sera dur. C'est toi-même qui fixe la mesure de ton jugement. Donc, juger favorablement, c'est pas stable. Hachem, il veut t'apprendre à. Regarde, tu juges maintenant, moi demain, je vais te juger. Maintenant, moi, te juger, je pourrais toujours trouver un casse-route. Je pourrais toujours te juger favorablement. Pourquoi? Parce que je sais quel Yetzirah tu avais. Je sais de quelle manière l'épreuve était dure pour toi quand tu es tombé. Je savais tout. C'est moi qui t'ai mis ce scénario en place. Donc, je sais que tu n'es pas responsable. Mais il y a un jugement quand même. Ce jugement-là, c'est toi qui vas me le fixer. Alors viens, à toi de jouer. Viens voir comment tu juges dans ta vie et on verra comment moi je vais juger. Parce que sinon, c'est sûr. Et le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que si jamais, quand une personne après 120 ans, elle monte pour se faire juger, elle va arriver devant un Bendin, devant un tribunal céleste. Là-bas, ils vont le juger, ses mitzvot, etc. Si jamais elle arrive devant le tribunal et on la fait monter encore, et encore, je crois qu'il y a 24 tribunaux, et on voit et elle voit qu'elle fait que monter. Ça veut dire quoi? On l'amène dans le tribunal d'Hachem. Comme ça, le Zohar, il dit. Et si on l'amène dans le tribunal d'Hachem, ça veut dire qu'il a de la chance. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il juge toujours favorablement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est bon. Il a le jugement dans sa poche. Le Zohar, il dit, c'est qui ces personnes-là? Ceux qui ont fait une mitzvah spéciale qui a charmé Akadosh Baruch Hu. Un sacrifice, un chesed, un truc très très grand, énorme. Ça, ok, Hachem, il te dit, tu sais quoi, maintenant c'est moi qui. Sache que après 100 ans, c'était dans mon tribunal à moi. Et dans le tribunal d'Hachem, c'est toujours, Hachem, il juge toujours favorablement. Toujours, il va trouver le truc qu'il faut, etc. Maintenant, dans le fait de juger favorablement aussi, il y a le lien d'avoir un bon œil. Toujours se focaliser sur la chose bien dans l'affaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'éduquer, quand on nous demande de bien juger, c'est éduquer en fait notre œil à bien voir. C'est-à-dire quoi? Le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash, il dit Hachem, il a donné. Pourquoi il a donné 2 yeux? Il aurait pu donner un seul œil, 3, je sais pas, comment? Pourquoi il y a 2? Alors on peut expliquer pour le truc de 3 dimensions. Bon, si ça, même la 3e, ça aurait été encore mieux, non? Et le Midrash, il raconte comme ça. Il dit que un pour le bien, un pour le mal. Un pour regarder le bien chez les autres et un pour regarder le mal chez soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas qu'il faut de regarder le bien chez les autres, c'est-à-dire quand tu vois une chose qui paraît neutre, on va dire, cherche un bon côté dans la chose, juge favorablement. Chez toi, c'est quand tu sens maintenant que Baruch Hashem, tout va bien et tu sens cette voix du Yetzirah qui te dit c'est bon, tu peux t'arrêter un petit peu, tu fais trop de mitzvot. Ça y est, Baruch Hashem, ton olamaba, ça sera un olamaba de malade mental. Baruch Hashem, tu peux te tranquilliser. Tu peux stagner un petit peu. Là, il doit se juger, il doit voir avec un mauvais œil, c'est-à-dire de dire 2 secondes. Par rapport à d'autres personnes, je suis encore à des années-lumière. Et par rapport à ça, je suis pas là. Et par rapport à ci, etc. Tout le temps, il doit jongler entre ces 2 forces-là. 2 yeux pour voir le mal et le bien. Maintenant, inversement, des fois, il y a un rachat. Que ce rachat-là, il faut le juger défavorablement. Pourquoi? Parce que va savoir ce qu'il est en train de préparer comme chose mal. Aman, on ne peut pas le juger favorablement. C'est une halakha. Un rachat, on a sourd de le juger favorablement. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas cherché ce qu'il est en train de faire, eh ben, on n'aurait pas compris qu'il voulait exterminer l'homme Israël. Vous comprenez? Maintenant, des fois, toi aussi, tu dois bien te juger. C'est-à-dire quoi? Des fois, tu n'es pas bien. Tu te sens un peu en petite déprime, comme ça, petite dépression. Tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Il voit une petite chose qu'il a pas, un objectif qu'il n'a pas réussi à atteindre. Une personne très vite, elle peut tomber en déprime. Malgré qu'il a fait plein de choses dans sa vie. Non, ou tout ou rien. C'est comme ça. C'est l'homme, il réfléchit comme ça. Comme ça, j'ai vu ça, c'est intéressant. Une enquête comme ça ils ont fait dans une université sur des étudiants qui ont passé leur examen. Ils leur posent la question comme ça. Si jamais tu as 93 à ton examen sur 100, tu es content ou pas? J'ai dire 80, je ne sais plus combien de pourcents, la plupart ils étaient contents. Plus de 90%, ils étaient contents de leur note. 93 sur 100, c'est énorme. Ouais, d'accord. Vous en pensez quoi, vous? Vous aurez été contents. Maintenant, ils leur disent comme ça. Maintenant, si je te dis que la moyenne générale, c'était 97, t'es content ou pas? Ben non. Parce que c'est-à-dire que toi, tu es en dessous de la moyenne.
Toi, tu as eu 93. Maintenant, tout le monde a eu 100 en fait. 93, c'est une des plus mauvaises notes. C'est que la moyenne, elle arrive à 97. C'est-à-dire qu'il y en a une tonne qui ont eu 100, 99, 98, etc. Et il y a quelques-uns qui ont eu 90, 80, qui ont baissé la moyenne à 97. Et bien, de 90% de gens contents, on passe à 45%. C'est-à-dire que Maca, je crois pas, c'est la même note. Sauf que la façon de l'objectif, il n'est pas atteint ici. C'est-à-dire, si tu es parmi les plus nuls, c'est nul. Vous comprenez tout dépend de ta pensée. C'est-à-dire, une personne peut très vite tomber en déprime. J'ai eu 93, mais tout le monde a eu 97. Tout le monde a eu, la moyenne, c'est 97. Mais tu étais content juste avant. On t'a proposé 93, tu étais content. Non, mais c'est pas pareil. Si tout le monde a un truc, moi, c'est-à-dire que je suis un des plus nuls, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir mieux, etc. Vous comprenez? Donc, d'un coup, de 93, il prend une autre envergure. Ça devient une mauvaise note. Alors que c'était une bonne note avant ça. Vous avez compris le truc? Donc, c'est-à-dire quoi? Comme ça, un homme, il réagit tout ou rien. Si je n'ai pas l'objectif que je me suis fixé, ok, d'avoir une bonne note ou du moins d'être dans les meilleurs, eh ben, c'est nul. Je ne suis pas content. Attends, mais t'as pas eu 0. Non, c'est comme si j'ai eu 0. C'est nul. Une chose. C'était, par exemple, je sais pas, une femme à un mariage. Elle voulait tel type de fleurs avec tel type de nappe. Ils se sont trompés. Ils ont mis du bordeaux au lieu du beige qu'elle voulait. Le mariage, il raté, complètement raté. Mais attends, à côté de ça, la musique a été bien. Non, il manquait ça. Il manquait le côté. C'est qui organise le mariage ici? Sa femme? Ouais, donc, bon, les gens, des fois, un mariage, c'est le. Attends, mais comme Macara, le mariage, il était bien quand même. Ah, non, mais ça a tout gâché. Voilà, ou tout ou rien. Maintenant, donc, des fois, à cause de ça, une chose qui ne va pas, la personne, elle rentre en petite dépression. Maintenant, à elle de se relever, de se dire 2 secondes. Utilise ton bon œil maintenant pour voir le bien chez toi. Te juger favorablement. Commence à regarder les bons côtés chez toi. Ok, tu n'as pas atteint ça, mais combien de choses tu as atteint dans ta vie? Et qu'est-ce que ça va t'amener de penser comme ça, négativement? Où ça va t'amener? Ça va t'amener à être déprimé? À quoi bon? Pourquoi tu cherches la petite bête? Pourquoi tu cherches à mal penser? Ici, la personne, elle doit se juger favorablement à elle-même. Quand tu t'entraînes à juger favorablement l'autre, ça te rend service aussi pour ta personnalité à toi. De voir le bon côté, de voir ce que tu as et pas ce qui te manque. Parce que regardez bien, quand vous faites une liste de choses que vous avez dans ce monde-là, vous verrez que généralement, 95% des choses que vous avez cherchées à obtenir, vous les avez reçues. Il y a certaines choses, non. Regardez bien maintenant si tu les veux vraiment. Je sais pas, le bonhomme, il est amoureux d'une fille. Il a pleuré, il est tombé en dépression, machin. Aujourd'hui, tu lui parles 20 ans après, il en rigole. Macara. Pourtant, non, ça y est, à l'époque, j'étais amoureux d'elle, mais après, je me suis marié, etc. Au contraire, ça n'aurait pas marché. Je sais. Alors, pourquoi tu pleurais là-bas? Parce que sur le coup, c'est ce que je voulais. Pareil, les gens, ils voulaient être médecin. Et il a pas reçu son examen. Il n'était pas bien. Aujourd'hui, tu me poses la question, il dit heureusement, oh là là, qu'est-ce que je vais me prendre la tête maintenant avec des patients là-bas, des trucs. Et voilà. Laisse tomber. Maintenant, il est dans l'immobilier, ça marche bien, etc. Il ne se prend pas la tête. Lui-même, il voit que ce qu'Hachem ne m'a pas donné, finalement, ça m'a rendu service. Maintenant, il faut s'entraîner à ça. Entraîne-toi à voir la Nekuda Tova. C'est quoi? Le point, c'est-à-dire, fais en sorte, comme ça, il dit Rabbi Nachman du Breslev, il dit, fais en sorte de voir chez toi, de mettre en évidence le bon côté. Si tu mets ça en évidence, le bon côté chez toi, automatiquement, tu vas te sentir bien. Pourquoi? Parce que ce qui domine chez toi, c'est le bon. Maintenant, des gens, ils sont prêts, même si la majorité de choses qu'il a en lui, c'est du bon, et très peu de choses mauvaises, il va tout le temps se focaliser sur les choses mauvaises. Automatiquement, ça va prendre beaucoup plus de proportions. Et ce qui va dominer chez lui, c'est le mal, et il va être automatiquement déprimé, dépressif, pas bien, mauvaise humeur, shun, comme on dit, hein, je vous donne des mots techniques aussi. Pourquoi? Parce que lui-même, il choisit ça. C'est-à-dire que là, on a un libre arbitre, on a le choix de comment se sentir. À toi de choisir. Tu veux te focaliser sur le mal. Alors, il y a comme ça, j'ai entendu un Rav, il disait, tu peux être ou une abeille ou une mouche. L'abeille, elle se focalise sur quoi? Sur le miel, sur les fleurs, sur les belles fleurs, etc., les couleurs, etc. La mouche, elle se focalise sur quoi? C'est la merde. C'est quoi? Sur les mauvaises choses, voilà. D'accord? Maintenant, il y a des gens dans ce monde, c'est des mouches, et il y a des gens, c'est des abeilles.
il y a des gens, ils vont se focaliser sur les bonnes choses de ce monde-là, les fleurs, le miel, le sucre, les couleurs, etc. Et d'autres, ils vont se focaliser sur toujours la petite bête comme ça, les petites choses qui sentent pas bon, comme on dit. Les trucs, non, mais tu vois, et ça, c'est le monde goy qui a pris ça. Le monde goy, je me rappelle, j'avais une prof de français. Dès qu'on lisait un texte comme ça, j'étais en quatrième ou troisième, je ne me rappelle plus. Et tout le temps, elle me disait, bon, alors, lisez le texte, alors posez des questions. Et elle voyait qu'on ne trouvait pas les trucs. Et elle a poussé une gueulante. Mais vous n'avancerez pas dans votre vie si vous n'avez pas un esprit critique. Il faut savoir trouver la mauvaise chose. Machin, il faut avoir un esprit critique. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'actif dans ce monde-là si tu as un esprit critique. Tout le temps, tu arrives à trouver la mauvaise chose dans ce monde. Ça, c'est le monde goy. C'est vrai ou pas? Pourquoi? C'est-à-dire que tu es quelqu'un de. Tu n'es pas comme ce monde que c'est un grand troupeau et tout le monde rentre dedans. Non, toi, tu es quelqu'un qui va contre-courant. Il ne sera jamais heureux. Voilà. Ça, c'est une personne qui sera tout le temps malheureux. Parce qu'il verra tout le temps le mal. C'est une mouche. Voilà, dans la catégorie des mouches. Mais il a besoin de ça. Alors, à l'époque, je pensais que c'était quelque chose de bien. Tellement elle le disait d'une façon. Elle a été. Genre, il faut que tu sois quelqu'un qui voit le mal. Pourquoi? Parce que si tu vois le mal, tu es quelqu'un d'actif. Dans la Torah, non. Dans la Torah, si tu vois le bien, tu es quelqu'un d'heureux. Pourquoi? Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu cherches les mauvaises choses qu'il y a dans ce monde-là, etc. Généralement, quand on voit les modames, ils regardent les informations du matin au soir, on leur montre tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde-là. On leur fait un résumé de toutes les mauvaises choses qui sont passées dans ce monde-là. Et quand ça ne te suffit pas ce qui se passe chez toi, on te montre ce qui se passe en Turquie, et en Russie, et en Guatemala. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches qu'il y ait une épidémie au Guatemala? Pourquoi? Ben, c'est quoi le problème? C'est que demain, ta femme va tousser. Oula, l'épidémie est arrivée en Israël. Oui, pourquoi? Parce que le mec, il a des causes à effet. Sa tête, elle est plein de causes à effet. Attends une seconde. Ça racole. Tu fais le total de tous ces gens-là, tous les problèmes que tu as entendus aux informations, sur 7 milliards de personnes, c'est même pas 0,00001% de gens qui ont eu des problèmes. Pourquoi tu penses que ça va t'arriver à toi? Dans le bon côté, ça t'arrive pas. Pour gagner au loto, ça t'arrive pas. Pourquoi dans le mauvais côté, ça va oui t'arriver? Vous comprenez? Sois logique avec toi-même. C'est pas que dans les mauvaises choses que tu vas d'Afka toucher la loterie. Et dans les bonnes choses, non. Tu vois, t'as pas touché la loterie, t'inquiète pas. Donc, c'est-à-dire que tu ne toucheras pas aussi dans le mauvais côté. Vous comprenez? Il faut être logique. Et ça, comment on arrive à être logique? Quand tu arrives à bien voir. Juger favorablement, c'est entraîner son œil. C'est un muscle. Entraîne-toi à voir le bon côté. Tout le temps de voir, ok, il y a ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Ok, maintenant, viens, on essaie de voir ce qui est bien. C'est comme ça, j'ai un élève, tout le temps, il me sort les mauvais trucs. Maintenant, je lui dis, écoute, toi et moi, on se parle plus. Il dit, pourquoi, Rav? Je lui dis, tant que tu me sors des mauvaises choses, des choses négatives, je ne vais pas t'entendre parler. Il faut que tu cherches, tu fasses un exercice. Je lui donne des devoirs. Tu fais un exercice de trouver une bonne chose. Ça ne vient pas regarder dans la situation. C'est un radar. Il scanne la situation. Ah, vous avez vu ce qui se passe là? Il me met le. Il arrasera tout le temps. Je dis arrête, stop, je ne vais plus t'entendre, arrête-toi. Tu scannes la situation, trouve une bonne chose. Et après, tu me dis, et Rav, il y a ça aussi. Je lui dis, pour pas trop. D'abord, s'habitue à être parvé. Vois pas que trop le mal. Vois le mal, mais regarde maintenant. Ok, maintenant, retourne la pièce. Regarde l'autre côté de la pièce. Montre-moi le bien. Et il cherche. Une personne, elle va voir le mal. Et après, elle va chercher le bien. Et comme ça, d'abord, il vient. Il me dit, Rav, je vois, il réfléchit. Il me dit, t'as vu, elle était bonne la pizza. Ouais, elle était bonne. Ah, qu'est-ce que tu veux, non? Ouais, tu vois, cette sauce-là, bon, il s'habitue. Et des fois, il ne dit pas la mauvaise chose. Il y avait comme ça, il y avait un rave, je crois que c'était aux États-Unis. Il voit dans sa synagogue quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau dans la synagogue, etc. Il sent que c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas de misot, rien du tout. Donc, il va le voir. Shalom, etc. C'est un plaisir de vous voir. Voilà, regardez, la communauté, elle est là. On peut revenir souvent. Tout de suite, il arrive. Écoutez, moi, je suis venu parce qu'il y avait la scara de trucs, mais moi, c'est pas pour moi la religion. Ah, le Rav, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'étais dans les camps de la mort. Et là-bas, il y avait une personne qui avait des tefilines. La seule qui a réussi à amener des tefilines. Maintenant, cette personne-là, elle nous donnait, elle ne pouvait pas nous donner à tout le monde à mettre les tefilines. On se levait
2 heures plus tôt, on faisait la queue pour mettre des tefilines. Maintenant, il ne se réveillait pas à 10 heures du matin. Il se réveillait déjà à 5 heures du matin. Il se réveillait à 3 heures du matin pour avoir la possibilité, ils faisaient tous la queue, de mettre les tefilines. Jusqu'à que ils les réveillaient plus tôt et ils n'avaient plus la possibilité de mettre les tefilines, tous en même temps. Donc, le mec, l'offre et la demande, celui qui propose quelque chose, c'est lui qui mettra les tefilines. Donc, donc ils échangeaient contre des cigarettes, contre des morceaux de pain, des pots de pommes de terre ou des trucs qui s'échangeaient là-bas dans les camps de la mort. Et lui, Baruch Hashem, il arrivait toujours à s'en sortir et tout le temps il trouvait une chose pour pouvoir mettre cette filine. Un jour, il n'a pas réussi. Il n'avait rien, il s'est dit bon, je suis un habitué, il va me laisser mettre les filines. Je suis arrivé devant le mec, la personne, et je lui dis écoute, aujourd'hui j'ai rien, demain je me rattrape, je t'en supplie, ne me laisse pas mettre les filines aujourd'hui. Ça fait des mois que je mets les filines et tout, je ne peux pas rater un seul jour. Le mec il dit non, écoute, c'est le marché. Tu veux un deal, c'est un deal. Non, le mec, il est resté dur. Il est resté dur avec le tarif et tout. Il n'y a pas. Tu veux pas les films, désolé. Et il n'a pas laissé mettre les films. Il est venu, il lui a dit, tu sais quoi, à cause de toi maintenant tu vas te dégoûter de la Torah. Il a pris sa Torah, sa kippa, et il a envoyé balader. Il dit, tu sais quoi, je mettrai plus de films. C'est ça la Torah, c'est ça le chesed, etc. Et il dit, depuis Rav, je ne mets plus les tefilines. J'ai arrêté Shabbat. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez ça. Regardez comment ça s'appelle. Regardez le mal d'une personne, ce qu'il peut faire. Moi, ça m'a dégoûté de la Torah. Le Rav, il lui dit, imbécile. Toi, tu t'es focalisé sur un seul Mongol parmi tous ces tzadikim. Moi, tu sais ce que je vois dans toute cette histoire? Je vois qu'une personne, elle est prête à se réveiller 2 heures avant, faire la queue pour mettre des tefilines dans les camps de la mort, dans un endroit où et pas une seule, des milliers de personnes. Combien ils étaient avec toi là-bas? Tout le monde voulait mettre des films. Pourquoi tu te focalisais sur le seul rachat là-bas? Peut-être que lui il va rendre des comptes sur ça. Laisse-lui mettre les films, laisse-lui mettre les films, ça va prendre quoi? Ça va prendre 3 secondes. T'as été dur. Il va prendre. Mais toi, tu te focalises sur le mauvais dans l'affaire. Moi, tu sais ce que je vois? Je vois les milliers de tzadikim, mais je vois comment Akadosh Baruch Hu ici, il te donne le jackpot de faire une mitzvah à 3 heures du matin, alors que les bonhommes, ils étaient écrasés. Ils ne mangeaient pas, ils étaient maigres, ils étaient faibles. Et ils trouvaient le peu d'énergie qu'ils avaient, qu'ils auraient pu utiliser pour dormir, pour se reposer. Non, pour toi, Hachem, on va mettre les tefilines. Moi, je vois une grandeur, je vois quelque chose qu'aucun tzaddik n'a réussi à faire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé balader ta kippa. Oh, il va voy, malheur à toi, ce qui va t'arriver maintenant. T'es un imbécile, tu viens de gagner au loto, tu as des mises-votes en or entre les mains et tu envoies tout balader. Hé Rav, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Il a fait tchouva, ce mec-là. Baruch Hashem, il a fait tchouva. On ne peut pas comprendre. C'est des gens. Mais regardez la différence. Lui, il voit le mal, lui, il voit le bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, de voir le mal, tu peux tout sans avis, sans arrêt rester sur le qu'on te veut du mal, que Hachem, il est mauvais et que les gens, ils sont mauvais. Alors que non. Tu as choisi d'être une mouche, mais regarde, il y a une autre facette. Tu peux vivre dans le Gan Eden, tu peux vivre dans le Guéhinam. C'est entre tes mains. À toi de juger favorablement. Entraîne-toi à juger favorablement. Regarde bien la chose. Pourquoi? Parce que tu sais même pas en plus comment. Les Pirkei Avot, ils disent juge. Tu ne peux pas juger une personne avant d'avoir été à sa place. C'est-à-dire quoi? Pas savoir où il a grandi, lui. Ce bonhomme-là, peut-être qu'il n'a pas reçu l'amour de ses parents. Peut-être ses parents, ils n'étaient pas là. Donc lui, il est dur parce qu'il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu comment ça s'appelle? Une autorité. Il n'avait pas de parents. Donc, toi, tu vois ça dans ta vision des choses et tu dis, c'est un pauvre type. Mais 2 secondes, arrête de juger. Et là, regardez bien comment la Torah, ce qu'elle dit, dans les mots, c'est juste. On avait dit quoi au début, rappelez-vous? On nous dit quoi? Mais tzedek tishpot et amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. On avait dit 2 secondes. Moi, quand maintenant je trouve un bon scénario, c'est pas avec justice. La justice, c'est quoi? C'est ce qui s'est vraiment passé. Quand j'invente un scénario, peut-être que non, le pauvre, peut-être qu'il veut ça, c'est peut-être faux. Peut-être qu'il est en train de voler vraiment. Ici, on te dit quoi? Non, on ne te demande pas de juger mais avec justice ton prochain dans le sens que tu vas devoir trouver un bon scénario et mentir, etc. Juste trouve-lui des circonstances atténuantes. Avec justice, ça veut dire quoi? Tu sais ce qu'il a vécu lui dans son enfance. Sois juste, ne vois pas avec tes données à toi. Mets-toi dans sa peau, avec toutes les conditions, avec son enfance, avec son éducation, avec là où il a grandi, avec ses amis, avec ses proches, avec sa femme, avec ses épreuves, avec ses maladies, avec ses problèmes d'argent. Mets-toi dedans, ok?
et juge-le. Là, tu peux juger. Mais quand tu n'es pas dans tout ça et tu juges, alors toi, tu fais le canard, mais tes parents, tes parents, ils étaient là. T'es pas grandi, t'as pas grandi avec des parents divorcés, ou avec un père qui n'était pas là, ou avec un père qui te frappait, ou avec une maman qui t'a abandonné, ou avec, comment ça s'appelle, avec des problèmes de pauvreté, etc. Donc toi, tu fais le canard. Tu dis, mais moi, je n'aurais pas réagi comme ça. C'est vrai. Donc pourquoi lui réagit comme ça? C'est un pauvre type. D'accord. Donc tu ne juges pas avec justice. Ne pas juger avec justice, c'est quand le Torah dit juger avec justice, dans le sens, mets-toi à sa place. Prends toutes les données et juge. Un juge qui ne prend pas toutes les données, on lui ramène des preuves, on lui regarde, il y a des preuves là. Non, c'est bon, je vais faire mon jugement. Attends, c'est pas avec justice là. Et ben nous, on fait pareil. Des fois, on ne prend pas toutes les données et on juge. On te dit quoi? Alors on va savoir. Mets-toi à sa place. Tu peux te mettre à sa place? Tu peux prendre tes données? Tu peux pas? Trouve un scénario. Va savoir pourquoi il a volé. Va savoir pourquoi il a volé. Tu sais, toi, les pros, il était peut-être dos au mur, le couteau à la gorge. Il était obligé. Sa femme et ses enfants n'avaient plus rien à manger. S'il ne payait pas, maintenant, il le mettait dehors dans la rue. Tu sais pourquoi il a volé. Généralement, c'est comme ça. Les gens, ils font des choses ils n'ont pas le choix. Et ils sont poussés comme ça. Je connais une personne, mais vraiment droite, honnête, un tzaddik. Il arrive à une situation dans sa vie où il n'avait plus rien à manger. Ils allaient le mettre en vente, son appartement, etc. Et une situation où on l'a arnaqué, il n'avait plus d'argent, etc. Et il s'est retrouvé ma vache presque à la rue. Et il a pensé un moment se dire, je suis obligé de voler. Je suis obligé de voler. Je suis attrapé dans un, je sais pas, dans un truc, un machin. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Comment je peux trouver maintenant vite de l'argent pour pouvoir sauver ma famille? Je rembourserai après, etc. Il m'a dit, j'ai pensé à voler. C'est-à-dire, je suis arrivé à un niveau, il n'a pas fait, mais où je sentais que je suis obligé. Maintenant, nous, on aurait vu ça de l'extérieur. On aurait dit quoi? Tu te rends compte, machin? Il s'est fait attraper pour vol. Mais 2 secondes, tu sais ce qu'il a vécu avant. Tu juges, ça y est, c'est un voleur. C'est un voleur. Mais 2 secondes, peut-être qu'il avait des circonstances atténuantes. Il n'y a que Hachem qui peut juger comme ça. Donc, nous, tant qu'on n'est pas à la place du bonhomme, alors qu'est-ce qu'on fait? Trouve un scénario. Juge-le bien. Favorablement. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais le juger vraiment. Et regardez comment c'est émettre ça, parce que nous, des fois, on se juge favorablement. On a fait une mauvaise chose, mais on trouve des circonstances atténuantes. On dit, non, mais je t'explique. J'étais fatigué, je ne me suis pas énervé, Stam. Tu sais, tu connais, moi je ne m'énerve pas comme ça. J'étais fatigué, j'ai eu ça, et j'ai eu ci, et machin, etc. Et donc à la fin, j'ai obligé de m'énerver. Tu comprends? Ah, pourquoi tu fais pas ça pour lui quand il s'énerve sur toi? Putain, il est nerveux celui-là, qu'est-ce qui t'arrive? 2 secondes, on va savoir ce qu'il est en train de vivre en ce moment, l'enfer qu'il est en train de vivre en ce moment. Et quand tu arrives à faire ça, automatiquement, bah, tu peux juger favorablement, tu t'entraînes déjà pour toi. Déjà par rapport à ce que Hachem te propose. Il te montre des bonnes choses, sauf que toi, tu te focalises sur le mal. Tu peux t'entraîner à voir le bien. Et enfin, tu peux surtout fixer ton jugement, qui est quoi? Moi, je veux Midat HaRachamim, Hachem. Je veux pas être jugé dur. Je sais que des fois, je fais des bêtises, etc. Mais quand vous sentez quelque chose de dur et vous avez envie de réagir directement, pensez à ça. Dites-vous comme ça, tu sais quoi? Sois Midat HaRachamim. Midat HaRachamim. Miséricorde, sois miséricorde. C'est vrai. Il mérite que je réponde comme ça et comme ça. Je ne vais pas répondre. Je vais lui faire un grand sourire. Et je vais lui dire, putain, c'est bon. Vas-y, passe. C'est pas grave. T'as doublé. Prends, Bechavod, la brioute. Mais mettre la brioute. Pourquoi? Parce que demain, Hachem aussi va te dire, la brioute, mon fils. Passe. C'est bon. Gan Eden. Tu peux y aller. Attends, pourquoi? Parce que t'es Midat HaRachamim. Midat HaRachamim t'amène Hachem après, dans le monde. On raconte sur Rachel Imenu que c'était l'argument qu'elle a sorti à la fin. Quand il y aura Gog ou Magog, là-bas, il y aura une accusation forte sur la Israël. Et tous les tzadikim, ils vont essayer de témoigner, d'essayer de trouver un bon jugement. Il n'y a personne qui va réussir. Rachel, elle va monter à la barre, elle va dire Hachem, regarde, moi, j'ai laissé ma place à ma sœur. J'aurais pu maintenant ne pas lui donner les signes. Elle serait retrouvée quoi? Jacob, il aurait vu que c'était un coup monté. Il aurait dit, écoute, je suis désolé, il y a un coup monté. Moi, je voulais marier avec Rachel, etc. Bon, l'histoire, elle serait tassée, etc. Et bon, il serait marié avec Rachel. Rachel, elle a eu peur que sa sœur, elle ait honte devant tout le monde. Elle s'est dit, moi, je suis humaine. J'ai mis tout de côté pour toi, pour ne pas lui faire honte pour ce qui est écrit dans ta Torah. Toi, Hachem, que tu es Rachoum Vechanoun, que tu es un Dieu de bonté, tu ne vas pas mettre tes principes de côté pour sauver l'homme Israël. Mida Ken Mida. Elle va amener le bon jugement sur l'homme Israël. On ne mérite pas, on a des avérotes, on a plein d'avérotes. Le jugement, il est que quoi? Qu'on doit être puni.
Ah, regardez ce qui se passe en ce moment, etc. Non, non, non. Fais en sorte, toi, que cet attribut de bonté, il reste dans ce monde-là. Et quand toi, tu fais quelque chose comme ça, dans ta tête, dis-toi, Hachem, Midata Hachamim. Regarde, voilà, moi, je suis Midata Hachamim. Donc, ça oblige Hachem à être Midata Hachamim. Ça l'oblige à juger favorablement. Ça l'oblige. Pourquoi? Parce que si un humain, il est capable de faire ça, donc Hachem, il leur dit aux accusateurs, et là, il y a un joker ici. Joker, c'est quoi? Midata Hachamim. Et donc, pareil, la personne, elle se juge favorablement. En jugeant favorablement, elle se juge favorablement. Et si elle ne peut pas, elle voit que la situation est dure, mets-toi à sa place. Il y avait une histoire comme ça, il y avait une femme, elle était en, comment dire, elle devait faire un vol très long. Et elle n'a pas eu le temps de manger, etc. Elle se retrouve, mais hyper faim. Donc, Hachem, elle avait commandé un plat, la méadrine. Elle arrive dans l'avion, elle demande son plat. Et lui, il dit, on arrive. Alors, il lui ramène le plat. Il dit, non, non, moi j'ai commandé la méadrine. Il dit, écoutez, il y a un problème, c'est qu'on a tout distribué. Je dis, mais quoi, pourquoi? Non, je suis désolé, c'est une erreur. Je pensais que vous n'avez pas commandé la madrine, donc je vous ai fait patienter. Et en fait, j'ai tout distribué entre temps, etc. Bref. Il dit, mais quoi, je ne peux pas manger ça. Je suis désolé, etc. On va vous faire une remise. Bon, bref, mais elle a hyper faim. Elle ne sait pas quoi manger. Maintenant, le vol, il était hyper long et il y avait une escale. Elle s'est dit, bon, pendant l'escale, je vais essayer de trouver une petite macolette là-bas dans l'aéroport. Je peux trouver quelque chose de cachère. Putain, manger cachère et elle touche à rien d'autre que du cachère. Maintenant, il y a des paquets où ils te mettent le K. Le K cochère pour te faire comprendre que c'est bon. Mais on va trouver dans une macolette, en Europe, dans un, je sais pas quel aéroport, dans une escale là-bas, un truc cachère. Donc bon, elle tente le coup. Elle va dans une macolette et elle trouve là-bas c'était un vol pour Israël. Et avec une escale dans un pays européen, et elle trouve là-bas un paquet de gâteaux avec un cas magnifique. Elle se pose, elle sait qu'elle a encore une demi-heure d'attente. Elle se trouve dans la petite salle d'avant-embarquement là-bas, avec tout son vol. Et elle pose son sac, elle se pose là-bas sur un, comment ça s'appelle, sur un petit fauteuil. Il y avait une petite table basse avec ses gâteaux. Et elle vient, elle prend le gâteau, elle fait une belle bracha, Borémini Maisonot, elle mange. Elle se sent revivre. Elle était faible, tremblante tellement qu'elle avait faim. Waouh. Et elle voit, il y avait une personne à côté d'elle, à sa droite, qui la regarde et qui se baisse et qui prend un gâteau. Blata, quoi. Et qui mange. Et elle le regarde et dit, sur qui je suis tombé maintenant? Peut-être qu'il veut me draguer, peut-être qu'il ne sait pas comment il veut attirer l'attention, machin, elle ne sait pas quoi. Bon, elle dit, c'est quoi? Je ne vais pas calculer. Comme ça, je ne vais pas rentrer dans des conflits ou quoi que ce soit, on va savoir si c'est un fou. Donc bon, elle continue à manger. Elle prend un gâteau et lui, il la regarde, il prend un gâteau. Il va me vider les gâteaux. Elle se rebaisse, elle prend un gâteau et lui, il la regarde, il se baisse, il prend un autre gâteau. Non, attends une seconde. Elle se dit, si je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites, etc., va savoir. Peut-être c'est un fou furieux, un tueur en série. Elle commence à rentrer dans des trucs et tout. On va rien dire. Je vais manger. Elle a mangé. Et le dernier gâteau, elle s'est dit, je le prends pas. Et lui, il me regarde et il prend le gâteau. Le blata par excellence. Et bon, elle est en travers de la gorge. Elle ne sait pas quoi lui dire. Mais elle dit, tu sais quoi? Rien du tout. Je vais rien lui dire. Truc. Bref, elle rentre dans l'aéroport, dans l'avion. Bon, il y avait du bruit, les enfants et machin. Elle ouvre son sac pour prendre ses écouteurs. Qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Son paquet de gâteaux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, imaginez-vous l'archuma. C'est-à-dire qu'en fait, elle-même est en train de taper dans le paquet de gâteaux du mec, qui était le même paquet. Non, comment elle était à ce moment-là? Va juger favorablement. Mais 2 secondes, peut-être c'est pas le paquet de gâteaux. Mets-toi à sa place au mec maintenant, que lui, il te regarde méchamment, genre, mais c'est toi la blata. Bon, lui, il a rien dit. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'elle n'a pas de quoi manger, etc. Il a dû dire une femme, il a fait le gentleman. Mais mets-toi à sa place. Mets-toi à la place d'une personne. Tu ne peux pas juger si tu n'es pas à sa place. Non, peut-être que c'est son paquet de gâteau à lui. Va savoir. Maintenant, plein de choses comme ça. Ou de la même manière que toi, à chaque fois, tu vas te trouver un bon jugement d'Achon. Pourquoi tu ne t'entraînes pas sur les autres maintenant? Pourquoi m'entraîner sur les autres? Parce que c'est pour toi que tu fais ça. Et quand tu fais ça pour toi, automatiquement, ta vie, c'est plus la même vie. Que je vois où il est Midat al-Hamim. Tu as l'abondance. On est bon avec toi, comme un père envers son fils. Un père envers son fils, comment dire? Bon, il ne mérite pas le petit. Ah, ça va. Il y avait une histoire quand j'ai entendu. On va finir avec ça.
il y avait c'était dans une émission de radio. La personne a raconté cette leçon de Moussa, de morale, comment il a vécu ça. Il était dans une émission comment ça s'appelle, de radio avec un autre journaliste. Et c'était sur un débat sur les informations, sur l'actualité. Et ils apprennent une nouvelle. Il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait une affaire. En fait, il y avait deux Bachouri Yeshivot, ok, qui sont partis se promener à la mer Morte. Ils ont fait là-bas comment ça s'appelle, un petit tioul, une petite promenade. Et ils étaient. Ils ne retrouvaient plus. Ils ont appelé à l'aide, il y a eu un danger là-bas, etc. Et ils ont comment dire, ils ont amené un hélicoptère et ils les ont retrouvés. Et ils ont ramené là-bas à l'hôpital, ils ont vu que Baruch Hashem, tout se passait bien, etc. Maintenant, il reçoit ce journaliste-là, il va pour annoncer l'information que Baruch Hashem, les deux Baruchim qui étaient, les deux jeunes qui étaient disparus, ils ont été retrouvés, ils sont en bonne santé, ils sont en sécurité. Maintenant, il s'avérait que quoi? Qu'ils ont fait un coup, ces jeunes. Et ils avaient la flemme de rentrer à pied. Ils ont fait un coup pour entrer en hélicoptère. Genre, ils ont annoncé qu'ils étaient perdus, à l'aide, au secours. Ils ont appelé les secours, machin, etc. Ils sont venus les retrouver avec l'hélicoptère. Ils les ont sortis de là-bas et ils les ont ramenés. Voilà. Non, ce journaliste-là, il va pour dénoncer. Il dit attends, il faut les punir. C'est-à-dire quoi? Il faut dénoncer l'info. Il faut dénoncer l'acte qui a été fait ici dans l'information. Et il va pour donner l'information, donc il prépare le texte, etc. pour la prochaine truc. Et son ami lui dit les noms, ils ont été dévoilés, les noms des Bachorim, laisse tomber. Il dit quoi, laisse tomber? Il dit non, je t'explique, c'est mon neveu, l'un des deux, c'est mon neveu. Ce petit fou là, il a rien ce qu'il a fait. Il dit 2 secondes. Juste avant, tu étais avec moi. Juste avant, tu disais il faut qu'on marque le coup là. Il faut qu'on dénonce l'acte. Maintenant, d'un coup, c'est ton neveu, laisse tomber. Mais tu sais quoi, je vais dire quand même l'info. Il dit non, mais tu rigoles, c'est ce qui va leur arriver. Et ils vont, ça y est, c'est fini, machin, ils vont les renvoyer, ils vont les donner à l'école, de machin. Il dit 2 secondes, quand c'était pas ton neveu, t'étais prêt toi aussi à leur entrer dedans. Montrer, attends, c'est grave ce qu'ils ont fait quand même. Ça aurait pu être grave, etc. Ils jouent avec on n'appelle pas un hélicoptère pour rien. Mais attends, c'est ton neveu. Et je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça et tout. Ah, il a dit, regarde, une personne, comment, quand c'est sa famille, quand c'est elle-même, elle est prête à faire des choses. Mais dès que c'est ton. Non, attends, en fait, c'était mon neveu. Ne fais rien. Dès que c'est toi, ça touche à ta personne. Ça va, alors, sois gentil. Vous voyez le mytho ou pas? C'est-à-dire, ici, on fait exactement pareil. Quand c'est l'autre, attends, je vais lui apprendre, je vais lui montrer, etc. Le principe. Quand c'est toi, d'un coup, ça va. Et bien, sachez qu'on peut faire exactement avec Hachem. On peut faire ça avec Hachem. Hachem, il dit non, mais ça va, c'est mon fils. Et alors, il a fait d'Averot. Asma, il a fait d'Averot. Tout le monde faute. Qu'est-ce que c'est des anges. C'est pas des anges. Allez, ça va, laisse passer. Laissez passer, c'est bon. Et comme ça, Hachem, on peut être VIP avec lui. Comment? Si tu arrives à apprendre, à éduquer ton œil à voir le bien. Ce qu'on appelle Aïn Tova de voir le bien. Et ça, il n'y a rien de mieux comme Mida. Chez une personne, comme trait de caractère, de tout le temps voir le bien. Les gens qui sont comme ça, ils sont souriants, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, ils sont smérim, etc. Tu les vois, c'est un plaisir d'être à côté de ces gens-là. Toujours, ils voient le bien. Et d'autres, ils te mettent le seum comme ça, tout le temps, la racera comme ça. Ah, à toi de choisir. Tu veux être une abeille ou une mouche. C'est entre nos mains. On peut choisir de bien se sentir. C'est entre nos mains. Et ça passe par le fait de juger favorablement. Donc, Yiratson, que il puisse nous donner la force et aussi l'intelligence de voir les bonnes choses. C'est-à-dire de trouver la bonne chose parmi toutes ces choses qui nous arrivent. Parce qu'au prochain, on est envahi de bonté. Ce monde, il est que bon. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Donc, Yiratson, qu'on puisse avoir cette capacité. Amen, amen. C'est bon là, on peut parler? Ouais. Là, tout à l'heure, on parlait de